Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je vais vous parler aujourd'hui du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors je précise d'abord que ceci est un podcast, comme vous pouvez l'entendre, et donc il risque d'y avoir quelques bafouillages de ma part, ce dont je vous prie de m'excuser. Je vais essayer de faire le moins de coupes possible, donc pour pas que ça s'entende, mais veuillez me pardonner d'avance pour les cafouillages. Alors avant de vous parler de Across the Spider-Verse, j'aimerais faire un petit retour sur les anciens films Spider-Man, tous autant qu'ils sont, sortis au cinéma bien sûr, hein, pas les comics. Je ne suis pas un très grand lecteur de comics Spider-Man, mais pour faire dans l'originalité, c'est mon super-héros préféré, donc j'ai vu tous les films au cinéma, et j'aimerais vous en toucher deux mots. Alors en ce qui concerne la première trilogie Spider-Man, donc la toute première adaptation de Spider-Man à l'écran au cinéma, c'était évidemment les Spider-Man interprétés par Tobey Maguire, donc dans la trilogie du réalisateur Sam Raimi. Et c'est, pour faire encore une fois dans l'originalité, mon Spider-Man préféré. C'est la meilleure adaptation pour moi qu'on ait jamais faite du super-héros. Et donc ce sont pour moi des films cultes, intouchables, et même le 3, oui, j'adore le 3 aussi. Mais bon, on en parlera plus tard, c'est pas le moment. Après, pour ce qui concerne les Spider-Man de Mark Webb, donc les Amazing Spider-Man, le 1 et le 2, je trouve ça passable, mais disons qu'il y a beaucoup de problèmes. Je vais pas m'attarder dessus ici, sinon on y passerait des heures. Et pour finir, les Spider-Man du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire Homecoming, Far From Home et No Way Home, c'est pour moi la pire itération possible de Spider-Man. C'est une affreusité absolue. Même le récent No Way Home ne m'a pas convaincu du tout. Et pourtant, il y avait déjà cette histoire de multiverse. On fait revenir les méchants de la trilogie de Sam Raimi, mais sous-exploités. Ce ne sont pas les vrais méchants tels qu'on les a connus dans les films de Sam Raimi. Ils sont vidés de leur substance. Enfin, il n'y a plus rien à raconter. C'est affreux. Il n'y a rien à dire de plus. Enfin si, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce Spider-Man de Tom Holland, mais encore une fois, je ne vais pas y passer des heures. Voilà, vous avez une petite idée de mon avis. La trilogie Sam Raimi, incroyable. Les The Amazing, il y a beaucoup de problèmes. Et la trilogie du MCU, catastrophique. Maintenant, en 2018 est sorti Spider-Man New Generation, parce que oui, en français, ils l'ont appelé Spider-Man New Generation, alors que la version originale, c'est Into the Spider-Verse. Ce qui fait du coup un beau lien entre le premier, Into the Spider-Verse, et ce deuxième, Across the Spider-Verse. Donc dans le multivers et à travers le multivers. Et le troisième d'ailleurs s'intitulera Beyond the Spider-Verse, donc au-delà du multivers. Ce qui fait qu'en version originale, les titres ont un sens. Alors qu'en version française, maintenant, le premier New Generation et le deuxième Across the Spider-Verse, c'est pas tellement logique. Mais bon, passons sur ce point. Donc ce premier film, Into the Spider-Verse, il est sorti en 2018. Il est réalisé par un trio ou quatuor de réalisateurs, je ne sais plus. Bah, c'est courant hein, dans l'animation d'avoir plusieurs réalisateurs pour un film. Et ce sont des réalisateurs très talentueux, mais on peut dire que les personnes qui ont chapeauté le projet de manière plus évidente, en tout cas les plus grosses têtes pensantes du projet, c'est Phil Lord et Chris Miller. Donc, ils sont connus pour avoir réalisé notamment 21 Jump Street et 22 Jump Street, la suite aussi, avec Channing Tatum notamment. Et ce sont d'excellents réalisateurs. Ils ont été aussi réalisateurs temporaires du film Solo, A Star Wars Story, parce qu'ils avaient été embauchés par Disney pour faire le film. Seulement, Kathleen Kennedy, directrice du studio, leur a dit bah, les gars, vous allez un petit peu trop dans votre délire, donc je vais vous renvoyer pour différents créatifs, comme on dit dans le milieu. Et donc, Phil Lord et Chris Miller se sont attelés à Spider-Man Into the Spider-Verse, ce qui nous a donné le film sorti en 2018 que, pour vous donner mon avis, j'aime beaucoup, mais j'étais pas dans le chef-d'œuvre absolu comme beaucoup étaient à l'époque. C'est-à-dire que beaucoup criaient au chef-d'œuvre, c'est en effet un excellent film, mais je ne dirais pas chef-d'œuvre pour autant. Disons que c'était super bien réussi. Déjà, la plus grosse surprise, c'était l'animation. L'animation du film qui mélangeait tous ces différents styles provenant de différentes inspirations. Donc l'inspiration comics, le style 2D, tout ça, c'était vraiment une belle réussite, une belle surprise. Et la plus grosse surprise du film, d'ailleurs, c'était qu'il ait marché au box-office, en fait. Parce que vous allez me dire, c'est un film Spider-Man. S'il y a marqué Spider-Man dans le titre, généralement, les gens vont aller le voir. Mais généralement, ce genre de proposition un petit peu audacieuse, ce genre de délire visuel et narratif, souvent, ça ne plaît pas trop aux gens et souvent, ça fait des bides en salle. En tout cas, ça ne marche pas au box-office comme ça devrait marcher, d'ailleurs. Et pourtant, Spider-Man Into the Spider-Verse, a retenti au box-office, les gens ont adoré, et il a même reçu l'Oscar du meilleur film d'animation aux Oscars 2019. Donc c'était vraiment
je pense que c'est indéniable de dire que c'était une réussite. C'est difficile de détester ce premier film tellement il fait preuve d'une créativité incroyable. Je veux dire, chaque plan ne ressemble pas au précédent, quoi. On n'est pas dans du Marvel Studio. Voilà, je pense que ce qui définit le plus ce film, c'est la créativité. Et d'ailleurs, un petit mot à propos de ce film encore, c'est que à l'époque, quand Spider-Man Homecoming, donc le premier film de Tom Holland est sorti en 2017, ils ont décidé de ne pas faire une origin story, donc de ne pas raconter les origines de ce Peter Parker-là. Et leur raison, on va dire, ce qu'ils avaient communiqué, c'était que on avait déjà eu l'origin story dans les films de Sam Raimi et dans les films Amazing de Mark Webb, et donc refaire les origines une troisième fois, c'était compliqué, le public en avait marre des origines, on les connaît par cœur, l'oncle Ben meurt, d'accord. Et donc leur excuse c'était voilà, faire 3 fois l'origine, ça va lasser le public. Et on l'a bien vu avec Spider-Man Into the Spider-Verse, du coup, que le film présente 6 personnages et il fait 6 fois les origines. Donc le problème, c'est pas les origines, c'est pas de répéter plusieurs fois les origines d'un personnage. Le problème, c'est de bien le faire. Et je pense que c'était plus une question de fainéantise qu'autre chose. Donc voilà, encore une fois, l'une des réussites de Into the Spider-Verse, c'était d'introduire tous ces personnages. Je crois ils sont 6, il me semble, dont Miles Morales. Et là aussi, pourquoi Spider-Man Homecoming a repris un 3e Peter Parker? C'était l'occasion rêvée d'aller sur Miles Morales. Donc tout ça pour dire qu'en fait, là où Spider-Man Homecoming a totalement échoué pour moi à relancer une saga Spider-Man, eh bien dans tous ces points-là, c'est là que Spider-Man Into the Spider-Verse a réussi, lui au contraire, parce que voilà, il prend pas un énième Peter Parker, enfin si, mais pas en personnage principal, il prend Miles Morales. Et voilà, déjà, ça met un vent de fraîcheur sur les adaptations de Spider-Man. Et en plus, on a la présentation, parfaite du film, je dirais, de tous les Peter Parker en mode répétition. Allez, encore une fois, je suis Peter Parker, j'étais mordu par une araignée. Et c'est à la fois un bon gag dans le film, et ça marche super bien, je trouve. Voilà, petite présentation des Spider-Man faite. On va pouvoir passer au débrief de celui-ci, donc Spider-Man Across the Spider-Verse. Et il faut savoir qu'une suite avait été annoncée depuis longtemps sur Into the Spider-Verse, et il y a 1 an ou 2 ans, on a appris que cette suite serait divisée en 2 parties, dont nous avons la première ici, Across the Spider-Verse, et la deuxième, Beyond the Spider-Verse, qui sortira, je crois, l'année prochaine. Donc on aura 1 an d'écart entre les 2 films. En tout cas, pour ce qui est de ce premier, Across the Spider-Verse, je dirais, pour résumer mon avis dessus, que c'est aussi bien que le premier, mais comme le premier, je ne suis pas emballé et je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre. Alors, je vais revenir en détail du coup sur le film. Il y aura une première partie évidemment non spoiler, donc vous pouvez rester même si vous n'avez pas vu le film évidemment. Et la deuxième partie avec spoiler parce que il est nécessaire, je pense, de spoiler pour bien parler à fond du film, parce que, et c'est l'une des surprises de ce film, il y a beaucoup de retournements de situation et beaucoup de choses à spoiler. Tout simplement, vous verrez dans la partie spoiler. En tout cas, on commence par la partie non spoiler. Déjà, ce que je pourrais vous dire, c'est que rien que les logos du film, vous savez, au début du film, il y a le logo Sony, le logo Columbia, qui possède les droits de Spider-Man, et rien que les logos du film, quand ils se mettent à bugger, c'est révélateur de cette envie d'immersion du spectateur, parce que rien que le bug, comme si les logos n'appartenaient pas à notre univers, c'est repris du premier film, évidemment, mais en tout cas, rien que le fait que les logos se mettent à bugger, comme certains personnages vont bugger dans le film, comme dans le premier aussi, ça fait que le spectateur est immédiatement immergé dans le film. Et donc c'est déjà une bonne chose d'entrée de jeu, quoi. Dès le logo, on est dans le film. Et donc, pour résumer le film, je dirais que c'est l'histoire de Miles Morales qu'on reprend suite aux événements du premier film. Ça fait, je crois, 1 an que les événements du premier film sont passés. Et en fait, je me rends compte que résumer le film, c'est compliqué. On va dire que Miles, après les événements du premier film, il rêve toujours, enfin il est toujours amoureux de Gwen, qui elle est retournée dans sa dimension, évidemment. Et lui, ce qu'il veut, Miles, c'est aller à l'université, donc faire de grandes études, pour arriver à créer un portail qui traverse ces dimensions, et donc pour rejoindre Gwen. Et donc pour cela, il le dit à ses parents qu'il veut créer ce portail. Et le problème, c'est que les parents de Miles Morales vont avoir du mal à laisser partir leur petit enfant, évidemment, ce qui va être l'une des grandes thématiques du film, les parents qui ont du mal à laisser l'oiseau quitter le nid, quoi. Et par-dessus tout ça, Gwen Stacy va finir par ressurgir, et Miles Morales va voyager à travers le multivers. Je m'arrêterai là pour le résumé, et donc qu'est-ce que je pourrais dire sur le film ? Alors, en ce qui concerne l'animation, on est dans la continuité extrême du premier film, évidemment, hein.
C'est toujours la même créativité visuelle à tout bout de champ. Donc rien que pour ça, le film vaut le visionnage en fait. Rien que pour le plaisir des yeux, je vous encourage à aller voir le film, évidemment. Mais personnellement, c'est un avis extrêmement subjectif, bien sûr. L'animation, le style ne me plaît pas des masses. C'est pas le style d'animation dont je raffole le plus, mais voilà, ce qui m'a séduit, c'est pas le style en lui-même, c'est la créativité du film dans le visuel. C'est-à-dire que, comme dans le premier, on a les cases de comics, on a vous savez, toutes les onomatopées, les bangs, les beams qui surgissent de temps en temps à l'écran. Et puis voilà, la volonté du film, comme je disais un petit peu avec les logos, c'est d'immerger le spectateur dans un monde de comics. Et donc, c'est encore un aspect extrêmement réussi comme dans le premier. Mais voilà, j'ai du mal à qualifier le film de chef-d'œuvre parce que ce serait magnifique, alors c'est agréable aux yeux. Mais personnellement, voilà, le style ne me convainc pas des masses, c'est très subjectif. Je sais que beaucoup aiment ce style-là et pour le coup, ils ne seront pas dépaysés entre le premier et le deuxième. Donc voilà, rien que le visuel du film justifie le visionnage. Après, en ce qui concerne le scénario, ce que le film raconte, il y a voilà, ce thème que j'évoquais un petit peu avant, le thème de quitter le foyer de la famille, les parents qui doivent laisser leurs enfants partir. Et pour le coup, le fait que les parents de Miles soient angoissés et aient des problèmes à laisser partir leur fils, c'est un élément qui va être vecteur d'énormément d'émotions dans le film. Et pour le coup, le premier manquait un petit peu d'émotion pour moi. Après tout, c'était aussi une sorte d'origin story de Miles Morales, donc il y avait la mort de l'oncle qui était plutôt triste, je dirais, mais là c'est vrai que le film tombe vraiment dans l'émotion, et c'est pour son plus grand bien, parce que ce sont les meilleures scènes du film, je trouve. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, mais voilà. Il y a beaucoup de personnages les relations entre les personnages sont extrêmement bien construites, et c'est vecteur d'émotion au plus haut point. Donc voilà, il y a beaucoup de passages où les personnages parlent, il n'y a pas forcément d'action à tout bout de champ. Il y a des passages dans le film où les personnages parlent, se livrent leurs émotions, se confient les uns aux autres. Et c'est ça, je trouve, qui donne une âme au film et qui fait que le film vaut le coup aussi pour ce qu'il raconte. Et c'est là que je dirais, peut-être la durée du film, ça dure 2h20. Et là, on entre dans les premiers problèmes, je trouve. C'est qu'en 2h20, j'ai l'impression que le film patauge un petit peu, que ça patine, surtout au début, parce que sur les 2h20, il y a une bonne heure au début où on a l'impression que l'histoire ne commence pas. Et c'est un très gros problème, je trouve, parce que le film est très plaisant à ce moment-là, mais on a l'impression qu'on est là, on ne sait pas pourquoi on est là en fait. On voit la suite des aventures de Miles Morales, et là j'ai mal dit, parce que ce ne sont justement pas des aventures au début. Il est dans son univers, et il se passe pas grand-chose, j'ai envie de dire, au niveau de l'action peut-être. Disons que le film, j'ai l'impression que le film se retient de balancer la sauce et qu'il faut attendre une bonne heure pour mettre en place les relations des personnages et après balancer la sauce. Alors vous allez me dire, mais oui, un film n'a pas besoin d'action continuellement. Alors c'est vrai, et d'ailleurs le film s'ouvre avec une scène d'action, donc l'action n'est pas le problème. C'est juste que je trouve que c'est mal dosé. Voilà, il y a cette grosseur au début où c'est pas qu'il ne se passe rien, mais le film ne démarre pas. Et je trouve que c'est un sentiment qui envahit beaucoup le film, c'est qu'on a l'impression que voilà, ça patine, ça patauge. Voilà, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce que le personnage... On voit pas où ça va en fait. À partir d'un certain point du film que je ne vais pas spoiler, là on a l'impression que l'histoire commence et on se dit mais la première heure était indéniablement utile, évidemment. Et c'est là que ça rejoint un autre problème du film, je trouve, c'est qu'il a trop cet aspect de suite. On ressent à 2000% que le film est coupé en deux, en fait. Et donc, à la fin, il y a évidemment comment le film s'arrête en pleine action, j'ai envie de dire, il s'arrête un peu à un endroit pas très cool. Pour ceux qui ont vu la trilogie Le Hobbit, vous vous souvenez du sentiment à la fin de la désolation de Smaug? Eh bien voilà, à la fin du film, on a le même sentiment. Et donc voilà, le problème, c'est que le fait que le film soit coupé en deux, c'est que cette première partie a plus la gueule d'un premier acte en fait. On n'a pas l'impression de voir un film entier. Et c'est un gros problème, parce que je vous parlais tout à l'heure de la première heure, on a l'impression que ça patauge un petit peu. Eh bien, ça découle de ce problème-là. Ça découle du fait que les deux parties du film, à elles deux, elles devaient sûrement durer dans les 3 heures. Donc quand ils ont voulu faire une suite à Into the Spider-Verse, ça devait sûrement avoir une bonne durée de 2h30, 3 heures. Et quand ils ont décidé de couper le film en deux, je pense qu'ils se sont retrouvés avec une première partie d'1h20, 1h30. Il a fallu combler et il a fallu développer un petit peu plus le film. Et donc voilà, on se retrouve avec cette longue introduction d'une heure au début, qui n'est encore une fois pas désagréable, hein, bien sûr, mais on sent que voilà, le film ne démarre pas et qu'il va démarrer assez tard.
parce que il va pas terminer en fait. La fin, ce sera dans un an, dans le film d'après. Voilà, c'est le plus gros problème du film parce que on n'a pas l'impression de voir un film entier. Et les personnages ne donnent pas l'impression d'avoir accompli ce qu'ils devaient accomplir. Alors déjà qu'au début, je ne vois pas où ça va. Alors si à la fin, on n'a pas l'impression que ce soit terminé non plus, c'est un petit peu compliqué. Le film est handicapé de par sa position, déjà de suite, parce que donner une suite au premier n'est jamais chose aisée, et pour le coup c'est une excellente suite, il n'y a pas de problème. Mais déjà que c'est compliqué de faire une suite, si en plus il a voilà cette position un petit peu, excusez-moi du vocabulaire, bâtarde, ça fait que le film n'est plus vraiment un film, c'est une longue introduction pour le troisième film en fait. Et je sais que c'est un reproche qu'on fait souvent aux films qui se déroulent en plusieurs parties, mais là, j'ai vraiment ce ressentiment-là en tout cas. Je vous donne peut-être l'impression d'être très dur envers le film, mais il a beaucoup de qualités d'ailleurs, que je vais énumérer maintenant. Déjà, c'est la variation, je trouve, des histoires. Alors vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu la bande-annonce, qu'il y a beaucoup de Spider-Man différents dans ce film-là, et vraiment, ce qui est super plaisant, c'est qu'à chaque recoin de l'image, à un moment du film, il y a plein de Spider-Man, et à chaque recoin de l'image, c'est un Spider-Man différent. Et donc on a une variation d'histoire. En fait, c'est toujours la même histoire. C'est toujours Spider-Man qui perd son oncle Ben, et qui doit faire avec la consigne d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et à un moment, il va perdre ses proches, il va avoir des problèmes, et c'est toujours les mêmes problèmes. Mais il y a une variation à ces problèmes. Ce qui concerne le personnage de Gwen, par exemple, les problèmes qui vont arriver à Gwen, je trouve que c'est une bonne variation des autres histoires qu'on a déjà eues sur Spider-Man. Alors, n'étant pas lecteur aguerri de comics, je ne sais pas si cette histoire est déjà présente dans les comics, l'histoire que vit Gwen dans ce film-là, mais en tout cas, quand on le prend dans la figure dans le film, déjà il y a beaucoup d'émotions, et en plus, on n'a pas ce sentiment de déjà-vu. Donc, c'est pas parce que c'est la même histoire que c'est redondant, c'est pas redondant parce qu'il y a des variations. C'est la même histoire, mais vue sous différents points de vue. C'est pas tel personnage, c'en est un autre, à qui il arrive un problème. Enfin, c'est vraiment plaisant de voir la même histoire, mais répétée, mais plusieurs fois différemment. On a une multitude de Spider-Man différents, ça pullule de partout. J'ai envie de dire, c'est ce qu'impulsait le premier film en fait. Avec les six, je crois qu'ils étaient 6, je sais plus exactement. Il me semble qu'ils étaient 6. Voilà, avec les premiers Spider-Man introduits dans ce film-là, eh bien dans le deuxième, ils ne sont plus 6 quoi. Il y a aussi à noter l'introduction d'un Spider-Man que j'aime beaucoup personnellement. Alors, ce n'est pas un spoiler, parce qu'il est dans la bande-annonce. Il s'agit de Spider-Man 2099, donc Miguel O'Hara. Je n'en dirai pas plus, mais je trouve que c'est le personnage qui ressort du film avec Gwen, on va dire. Voilà, Gwen et Miguel. Miles s'est très bien développé et marche très bien dans le film. Mais s'il y en avait un qui ressortirait, je dirais que voilà, c'est Miguel et il y a aussi Gwen qui ressort pas mal. D'ailleurs, en parlant de Gwen, le film commence sur elle et d'un certain point de vue se termine sur elle. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est le meilleur personnage du film. En tout cas, le personnage le plus développé. Donc voilà, je dis un peu la même chose pour Miguel et Gwen, mais vous avez compris, c'est les deux qui se démarquent à mon avis. Et puis, un autre point du film qui est très surprenant, en tout cas, moi, ça m'a surpris, c'est que il y a énormément de révélations, en fait. Le film est construit sur des révélations qui sont faites à temps et qui sont surtout très bien menées. Donc vous imaginez bien qu'en partie non spoiler, je ne peux pas dire de quoi il s'agit, mais on a une révélation en toute fin de film. Allez, pour être honnête, dans les 1 à 2 minutes précédant la révélation, on comprend très bien de qui il s'agit, de quelle révélation il s'agit. Mais la façon dont c'est tourné, la façon dont la révélation est amenée, ça fait que même si on avait un petit peu deviné de qui il s'agissait, on est quand même surpris. Et donc, la révélation marche quand même. Parce qu'il y a cette montée de la musique, il y a cette montée de la tension même dans la scène. C'est pas la seule révélation, d'ailleurs, il y en a plusieurs dans le film, et elles sont disséminées un petit peu partout, et je trouve qu'elles marchent très bien. Voilà, c'est pas non plus un film à révélation ultime, comme dans les films de Shyamalan, mais elles sont là, elles marchent, et donc c'est un point plutôt positif, je trouve. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aussi sans spoiler ? Oui, il y a un personnage à un moment dans le film, donc un Spider-Man, un des Spider-Man du film, qui dit être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Et donc, cette phrase, je trouve, résonne particulièrement avec, en tout cas contre les Spider-Man du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Parce que là où Peter Parker dans le MCU, donc le Spider-Man de Tom Holland, eh bien il perd personne en fait. Vous allez me dire Tante May dans No Way Home, c'est une perte. Mais elle arrive à la toute fin de 3 films de 2 heures. Et donc, voir ce personnage-là dans Across the Spider-Verse dire être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Eh bien là, j'ai l'impression que oui, on a saisi l'essence de Spider-Man.
Spider-Man. Là, on est sur une histoire avec des Spider-Man qui perdent des proches, qui doivent faire des sacrifices. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ou de grands sacrifices, quoi. Et donc, j'ai l'impression que voilà, ils ont saisi l'essence de Spider-Man. C'était déjà le cas dans le premier, hein, mais là encore plus, je trouve, on est sur des histoires fidèles au personnage de Spider-Man. Il y a beaucoup de variations, comme je le disais, mais c'est des Spider-Man. Ce que n'était pas le Spider-Man de Tom Holland. Montrez-moi un sacrifice relativement important qu'il a fait dans cette trilogie. Bon, j'arrête de parler de ce Spider-Man-là, mais vous aurez compris, voilà, le film est extrêmement fidèle à la vision de Spider-Man, enfin en tout cas à ma vision personnelle, et celle de beaucoup de gens. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la partie non-spoiler. Pour résumer, je vous encourage évidemment à aller voir le film, c'est un excellent film, à voir en famille, pourquoi pas, même si la durée de 2h20 est un petit peu excessive, je pense que c'est un divertissement destiné à toute la famille. Il y a des défauts, mais ça ne gâche pas l'expérience, c'est juste que je ne crierai pas au chef-d'œuvre, au meilleur film de l'année ou quoi que ce soit, voilà, c'est un excellent film, mais je ne m'emballerai pas dessus. À partir de maintenant, vous entrez dans une section spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, fuyez. Qu'est-ce que vous faites là encore? Fuyez! Vous allez vous gâcher les révélations. Ce serait quand même dommage d'un film qui gère parfaitement les révélations de se les gâcher. Maintenant que nous sommes dans les spoilers, j'aimerais revenir déjà sur ce que je disais à propos du film coupé en deux, parce que ça pose un problème que j'aimerais spoiler d'ailleurs. C'est que, puisque le film est séparé en deux, il y a toute cette première partie là où Miles est encore dans sa dimension et il n'est pas encore parti là où il y a tous les Spider-Man, donc dans la dimension du Spider-Man 2099. Il y a cette première heure où on développe la relation avec son père, et au tout début du film, on parle de la relation de Gwen avec son père aussi, et tout ça, faut que ça traîne. J'ai l'impression que Gwen pouvait dire largement avant à Miles que son père allait mourir. Et il y a cette histoire, oui, de capitaine qui doit mourir. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je trouve. Déjà, Gwen, voilà, elle pouvait dire depuis très longtemps à Miles la vérité, parce que après, il se sent trahi, et il est là et lui demande « Pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi tu m'as pas dit que mon père allait mourir? Pourquoi tu me l'as caché ?» Et en tant que spectateur, on se dit « Ah bah oui, Gwen n'avait pas le temps, parce qu'ils n'ont pas arrêté de voler par-ci, voler par-là. » Sauf qu'en fait, ils avaient totalement le temps. Il y a une scène qui est d'ailleurs très belle, où Gwen et Miles, ils sont la tête à l'envers, vous savez, sur l'immeuble, je ne sais plus lequel, et ils sont assis, mais la tête à l'envers, donc ils voient la ville à l'envers. Qui est d'ailleurs une belle métaphore du fait qu'ils ne sont pas comme les autres, et donc ils sont à l'envers de leur situation normale d'adolescent. Mais tout ça pour dire que oui, Gwen pouvait très bien lui dire à ce moment-là, voilà, j'ai rejoint une faction de Spider-Man, et il y a cette histoire de capitaine qui doit mourir, et donc tu dois en faire partie. Et justement, il y a un moment dans le film où elle lui dit, elle dit au Spider-Man 2099, elle lui dit « Ah, t'inquiète pas, je vais essayer de réparer mon erreur, je vais essayer de le sermonner, de lui faire comprendre qu'il a tort. » Mais elle aurait très bien pu le faire au début du film, quand ils étaient assis tous les deux, qu'ils étaient en pleine discussion. Donc il y a ce problème-là où je pense que elle ne lui dit pas parce que c'est pas trop le moment de lui dire, parce que ça arrange le scénario de lui dire plus tard. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Et ça rejoint... Vous savez, tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait beaucoup de variations dans les histoires des Spider-Man, qui était d'ailleurs un point positif et que je maintiens. Mais pour le coup, cette histoire de capitaine qui doit mourir, de capitaine de police, je trouve que c'est un petit problème. Parce que on a tous ces Spider-Man différents, qui viennent de différents horizons, mais assez étrangement, le film veut nous faire croire que dans toutes les histoires de Spider-Man, il y a nécessairement le capitaine que connaît Spider-Man qui va mourir. Et je trouve ça un petit peu bizarre parce que, par exemple, le Spider-Man indien, qui est d'ailleurs super bien réussi, j'adore ce Spider-Man-là, eh bien, ce Spider-Man indien, je crois que c'est lui qui connaît le capitaine, enfin, je crois que le capitaine c'est son père, ou alors c'est le père de sa femme, enfin je ne sais plus. Mais en tout cas, il connaît ce capitaine, et le Spider-Man indien devait perdre le capitaine devait mourir dans son histoire, et Spider-Man 2099 dit aussi à Gwen « Ah bah oui, ton père c'est un capitaine de police, donc lui aussi il va mourir. » Et puis Miles Morales, son père, il va devenir capitaine de police, donc lui aussi il va mourir. Et il y a cette étrange impression que, fatalement, dès que un des proches de Spider-Man atteint le grade de capitaine, il doit mourir. Ce que je trouve assez incohérent avec toutes les variations des histoires de Spider-Man qu'on nous a introduites. Parce qu'il y a un Spider-Man indien, il y a un Spider-Man punk aussi d'ailleurs qui est super drôle, et d'ailleurs le Spider-Man punk qui fait une blague avec un trou béant qui est envoyé par la tâche, et le trou grandit et il dit « c'est une métaphore du capitalisme ». C'était plutôt marrant. Et oui, tout ça pour dire qu'on a plusieurs Spider-Man différents, et pourtant ils vont tous perdre leur capitaine, et je trouve ça pas très logique. Mais enfin bon.
Il y a aussi, quand je parlais tout à l'heure dans la partie non spoil du fait que le film est rallongé, je trouve, on le voit par exemple dans la scène où Gwen elle parle avec son père, qui est d'ailleurs une scène extrêmement touchante. Je parle de la scène, la deuxième, donc celle où il se réconcilie, qu'elle lui fait un câlin et elle part après sauver Miles. Eh bien, dans cette scène, elle arrive, il est sur le canapé, il dort, et puis après, elle fait quelques pas, elle va dans la pièce d'à côté, et puis il la surprend, et après il part avec son manteau, et il y a un grand silence, ils savent pas quoi se dire, et puis la conversation met du temps à démarrer. Et on a l'impression justement voilà, que toutes les scènes sont rallongées alors qu'elles marcheraient parfaitement si elles étaient dans un rythme plutôt soutenu comme dans le premier film, quoi. La scène d'émotion dans le premier film marchait très bien. Et là, les scènes, ça n'enlève pas l'impact des scènes d'émotion, c'est pas ça que je dis, mais c'est que on sent les longueurs, on sent que le film veut être rallongé. Et c'est un gros souci. D'ailleurs, j'en profite de parler de Gwen pour dire que quand je disais que c'était la meilleure personnage du film, c'est pour sa relation avec son père, évidemment. Parce que tout ce qui se passe avec Gwen et son père, c'est super touchant. D'ailleurs, le film, surprenamment, s'ouvre sur elle et puis sa situation dans son univers. Et je trouve ça génial que le premier film soit centré beaucoup plus sur Miles Morales et que la suite, du coup, on commence avec Gwen et on finit sur Gwen qui va sauver Miles. Donc en fait, premier film sur Miles, deuxième film sur Gwen, enfin en tout cas un peu plus centré sur Gwen que Miles. Moi j'aime bien cette manière de développer l'univers. Voilà, on se concentre un petit peu plus sur un personnage qu'un autre en fonction des films et c'est assez plaisant je trouve. Je voulais revenir aussi sur la toute fin, le fameux cliffhanger. Je sais pas si on peut appeler ça un cliffhanger parce que c'est pas vraiment un cliffhanger comme la définition le définirait. Mais en tout cas, la toute fin du film est assez bonne, je trouve. Et c'est là que c'est frustrant parce que on a une montée en tension avec Miles Morales qui se rend compte qu'en fait il est piégé qu'il n'est pas dans son univers, mais qu'il est dans l'univers duquel vient l'araignée qui l'a mordu. Et donc, il est piégé dans cet univers-là et on prend plaisir à redécouvrir le rôle des personnages qui entourent Miles dans cet univers. Donc par exemple, on apprend que le père dans cet univers-là, il est mort. Et on se dit, bah du coup, l'oncle, il est lui aussi le meurtrier qu'il était dans le premier. Et en fait, non. Et quand le meurtrier en question apparaît, bah il reste plus qu'un personnage qu'on n'a pas vu dans cet univers et qui est dans les alentours de Miles Morales, c'est Miles Morales lui-même. C'est pour ça que je disais que c'est très prévisible, je trouve, en tout cas à mon avis, c'est très prévisible le fait que ce soit Miles qui soit sous le costume. Donc la révélation, on la sent venir, je trouve, mais il y a cette musique, quand il enlève son masque, cette révélation qui fait, eh ben oui, évidemment que c'est lui. Et je trouve que ça marche réellement, et c'est un gros point fort du film. Toute cette fin est de toute façon très bien maîtrisée, et ça fait penser justement à Retour vers le futur, étrangement. Ça fait penser à Retour vers le futur parce que comme je vous le disais, le fait de redécouvrir un univers extrêmement semblable, mais qui aurait un petit peu mal tourné pour le protagoniste, c'est ça en fait. Dans Retour vers le futur 2, on a l'empire de Biff, et là en fait c'est l'empire de l'oncle de Miles en fait. Parce que dans cet univers-là, voilà, l'oncle il est avec Miles Morales lui-même, mais le Miles qui a mal tourné. Et donc j'aime bien cette manière de raconter l'histoire à la Retour vers le futur 2. C'était plutôt plaisant. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, voilà, c'est très frustrant le fait que ça s'arrête sur Gwen qui recrute d'anciens copains. Et donc ce sont les personnages du premier film. C'est vrai que pendant le film, je me suis dit, mais c'est bizarre qu'on revoit pas le Spider-Man en noir ou le Spider-Cochon. Je trouve qu'ils ont manqué à cette suite et c'est bien j'ai bien aimé le fait de voir qu'on allait les retrouver dans la suite. Et puis j'ai hâte de réentendre Nicolas Cage en homme Spider-Man noir. Ça, c'était vraiment incroyable. Ah, mais je vous ai même pas parlé des méchants du film. Alors déjà, on a un personnage qui s'appelle La Tâche. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, au début du film, il est présenté comme un méchant un peu secondaire, quoi. Vous savez, comme les vieux méchants de Spider-Man, il y en a un, il s'appelle La Roue, par exemple. Et là, au début du film, il se présente et il fait Je suis La Tâche. Et c'est super marrant. Il est vraiment pas crédible au début, c'est un méchant de seconde zone. Et par contre, il ne le reste pas jusqu'à la fin. À la fin, on a vraiment affaire à quelqu'un d'imposant. Un peu, je dirais pas qu'il est du niveau du Caïd, le méchant du premier film, mais vraiment, à la fin, ouais, il est assez menaçant et il fait peur. Et puis pareil, il a une bonne histoire, une bonne origin story, je trouve, parce qu'elle est liée à celle du premier et c'est assez... c'est quelqu'un que Spider-Man, il a négligé, quoi. C'est quelqu'un qui a été laissé sur le côté et voilà, je trouve que c'est une super histoire. Et puis surtout, le deuxième
deuxième antagoniste, si on peut parler de antagoniste, c'est Spider-Man 2099, donc Miguel O'Hara, qui lui, par contre, je comprends pas pourquoi il est méchant. Et le film, à la fin, le considère vraiment comme un méchant. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais je comprends pas pourquoi ce personnage est méchant. Parce qu'en fait, pour moi, ça rejoint d'ailleurs un problème que j'ai pas évoqué encore, c'est le fait que Miles, il choisit de désobéir, du coup, au Spider-Man 2099 et de sauver son père, qui, du coup, apparemment, est destiné à mourir. Mais pour moi, c'est un choix pas logique. Enfin, si, c'est un choix logique, mais qui ne... Pour moi, j'arrive pas à comprendre le personnage. Je me dis, mais Spider-Man 2099 lui a bien dit que sauver son père, c'était provoquer un problème, je sais plus comment ça s'appelle, mais que du coup, ça mettait en danger l'univers entier. Et donc, pour moi, quand Miles choisit de finalement sauver son père, enfin, en tout cas, d'aller essayer de sauver son père, j'ai l'impression, c'est un choix égoïste, je trouve. J'arrive pas à acquiescer le choix du personnage, à me dire, ah bah oui, le personnage a pris une bonne décision. Alors oui, vous allez me dire, c'est ce qui entraîne, c'est le fait que le personnage ait pris une mauvaise décision qui entraîne tous les problèmes qu'il a après. Mais j'ai l'impression que le film est ok avec cette idée de dire, oui, Miles, il a bien fait de pas se laisser faire, il doit créer son propre destin, tout ça, mais pour moi, c'est un choix, voilà, inconscient. C'est le mot que je cherchais, c'est un choix inconscient, je trouve. Et pour moi, le film devrait pas nous faire penser que c'est un bon choix, parce que il met en danger l'univers entier en faisant ça. Et Spider-Man 2099 nous le dit bien, et lui, tout son univers a été détruit, apparemment. Alors, à moins que dans la suite, on se rende compte que ce Spider-Man est un menteur et que ça met pas en danger tout l'univers, ok, mais Miles n'a aucun moyen de le savoir, que l'univers n'est pas vraiment en danger. Et je vois pas en quoi Miles aurait dû choisir ce qu'il a fait. Donc pour moi, c'est un problème. Parce que, voilà, je comprends pas ce que le héros a fait dans le film. Et du coup, pour moi, Miguel O'Hara n'est pas un criminel. C'est pas un méchant, en tout cas, dans le film. Et le film le considère comme méchant, j'ai l'impression. Ce qui est un problème, je trouve. Mais il a beaucoup de charisme. Et c'est vraiment un des meilleurs personnages du film. Et puis, pour finir sur les méchants, j'ai adoré le vautour au début du film, le premier méchant qu'on rencontre. Ah vraiment, c'est... Quand je vous dis que le film est très créatif, c'est ça en fait. C'est le vautour qui sort tout droit d'un tableau de Picasso. Ah vraiment, c'est... Avec l'accent italien en plus. C'est vraiment, voilà, c'est très créatif et c'est extrêmement amusant à regarder, c'est très divertissant. D'ailleurs, dans les choses amusantes à regarder et très divertissantes, on a aussi ils ont refait encore une fois le même, vous savez, avec les Spider-Man qui se pointent du doigt, qui font quoi? Moi, toi? Et là, en fait, ils ont refait le même encore une fois, parce qu'ils l'avaient déjà fait dans le premier film. Et là, cette fois, par contre, c'est quand ils sont dans l'espèce de cercle, c'est quand ils sont dans la ville où il y a tous les Spider-Man de tous les univers. Et là, vraiment, c'est un truc immense, quoi. Tous les Spider-Man se pointent du doigt. Et quand ça débarque dans le film, c'est très surprenant. On l'avait vu dans la bande-annonce, mais c'est très surprenant sur le moment. Et ça fait super plaisir, quoi. C'est une bonne référence, bien utilisée et très amusante. En partie spoiler, j'avais quoi d'autre à rajouter? Il y a un moment où il y a un des Spider-Man, je crois, qui dit... en tout cas, si c'est pas un Spider-Man, c'est une mention dans le film, enfin je sais plus. Il y a un moment où on mentionne la Terre 199999, donc c'est l'univers du MCU, et on parle de Doctor Strange, et on traite le Spider-Man de cet univers de petit intello, voilà. J'ai bien aimé le petit pic à Tom Holland. Et ah oui, aussi, dans le film, on voit des extraits des films de The Amazing... Enfin, les films de The Amazing Spider-Man. On voit le Spider-Man de Andrew Garfield, ce qui, pour le coup, fait extrêmement plaisir, évidemment. Qui, d'ailleurs, perd son capitaine... En fait, on voit la scène dans The Amazing Spider-Man 1 quand Andrew Garfield perd le capitaine de le capitaine Stacy. On voit aussi la mort de l'oncle Ben du Spider-Man de Sam Raimi, ce qui, évidemment, est une référence que j'apprécie hautement. Donc il faut aller voir le film, c'est vraiment une proposition comme on en a rarement dans le cinéma, c'est quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours, clairement, et il faut absolument soutenir ce genre de proposition. Enfin en tout cas je pense que c'est un film à soutenir, en tout cas, même si, vous l'avez entendu, j'ai des problèmes avec, il faut absolument soutenir ce genre de film. Pour moi c'est essentiel, rien que visuellement, encore une fois je me répète, mais rien que visuellement ça vaut le coup, quoi. Il y a de la créativité partout, et la créativité c'est la vie. Et je vous conseille encore une fois d'aller le voir. Et c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous à cette chaîne, d'ailleurs, tout de suite, s'il vous plaît. Et puis laissez un petit commentaire, un petit pouce vers le haut pour soutenir cette merveilleuse chaîne et ce podcast qui commence tout juste. Et merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.